Bonjour à tous et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Je suis Lucille Woodward, coach sportif, formée en nutrition, spécialiste de la motivation par le sport. Et nous sommes avec David Ordono, journaliste, réalisateur et producteur de ce podcast. Et toutes les 2 semaines, on débrief de l'interview de la semaine précédente, en l'occurrence Charlie Dalin, qui n'est quand même pas n'importe qui, un des meilleurs navigateurs de France et du monde entier en solitaire. Il vient de gagner la New York Vendée et donc on a pu l'interroger juste avant cette course. Et d'ailleurs, salut David, tu me dis « Ah, c'est dommage, en intro, t'avais pas dit dans quelles conditions t'avais fait l'interview. » Ouais, bonjour à tous, il faut le dire quand même, parce que tu dis « on », mais il n'y avait pas de « on », parce que t'étais toute seule, et pour cause, tu l'as fait à New York. À New York. Non mais maintenant on fait des entretiens avec des mecs, enfin parce que des gens comme lui, il doit y en avoir, je sais pas, 10 dans le monde, 20 dans le monde, tout ça dans la baie. À Governor Island. C'est ça, exactement. Donc on était à Governor Island. C'était donc le jour de Liberty Show. Donc c'était un show où en fait les bateaux faisaient des petits sprints dans la baie de l'Hudson pour montrer en fait leurs très beaux bateaux à leurs très super sponsors. Et donc j'ai eu la possibilité moi de monter sur le bateau de Charlie pendant quelques sprints. Donc, c'était assez impressionnant, même s'il n'y avait pas beaucoup de vent, c'était quand même dingue. Et ensuite voilà, il m'a accordé cette demi-heure rapide pour procéder à cette interview. C'est vrai qu'on en aurait bien pris plus, hein. On Ouais. serait bien resté avec vous un peu plus longtemps parce qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes. Je suis d'accord. Après, le timing est assez serré. Ils sont très sollicités. Ce sont des sportifs de haut niveau. Hein. Faut vraiment vous imaginer. C'est un peu comme les conducteurs du 24 heures du Mans ou voilà. Enfin, les footballeurs. Hein, ils ont vraiment leurs attachés de presse qui les dirigent et voilà. Ils ont un temps très limité avec les journalistes. Donc là, déjà une demi-heure avec l'un des meilleurs navigateurs du Vendée Globe. Ouais. C'était quand même assez inouï. Moi, quand je l'ai découvert cette interview, j'étais hyper impressionné parce que déjà de me dire que effectivement, on est à New York, on est dans la baie de l'Hudson, je me suis fait le film, j'ai imaginé son bateau, j'ai imaginé ce mec, et il y a un truc que tu dis en intro et que tout le monde méconnaît, je le repasse quand même parce qu'il faut qu'on se le dise. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a plus d'hommes et de femmes qui sont allés dans l'espace que de personnes qui ont terminé le Vendée Globe. C'est dingue cette histoire. Ça c'est dingue et c'est vraiment vrai. Donc il y a entre 500 et 700 astronautes qui sont allés dans l'espace, qui naviguent dans la station spatiale internationale où on fait d'autres trajets. Et il y a seulement 80 navigateurs qui ont réussi à terminer un Vendée Globe. Et d'ailleurs il l'explique à un moment donné. Il y a cet endroit, le point Nemo. Le point Nemo, ouais. Voilà, donc c'est l'endroit où le bateau est le plus éloigné de toute Terre. Donc la plus proche petite île est à 2600 km et sinon toutes les autres terres sont à plus de 4000 km, c'est un truc de fou. Tandis que la station spatiale internationale est à 400 km de la terre ferme finalement. Donc oui, c'est vraiment il y a cette immensité en fait des océans et quand on visite ces bateaux, est-ce on se rend pas du tout compte à quoi ça ressemble parce que moi j'en ai déjà vu des intérieurs de bateaux, c'est devenu des trucs de pilotage hallucinant. Exactement. À quoi ça ressemble, C'est entre un avion de ligne et une voiture de course. Hein. On est vraiment entre les deux. Donc des sièges hyper profilés. Alors déjà, il n'y a pas de siège, mon gars. Non, il y a vraiment un seul petit siège baquet de chaque côté où il tourne la tête pour voir. Mais sinon, il y a cette espèce d'ordinateur de bord, et donc avec plein d'écrans et de boutons sur lesquels appuyer. Et ces manivelles, alors bon, ça se dit pas comme ça, mais ça ressemble à des manivelles pour voilà tendre les voiles ou les détendre. Donc il faut encore des trucs avec leurs mains, c'est pas juste. Oui, il y a encore, mais alors donc il y a ça, il y a quand même cette espèce de manivelle à actionner, et ensuite à chaque changement de bord, donc à chaque virement de bord, ils doivent déplacer les sacs et les voiles de côté pour faire contrepoids. Donc en fait, c'est quand même colossal l'engagement physique. Donc il y a cette espèce de micro-endroit un peu cockpit où ils sont tout le temps, mais qui est fermé. Donc ils ne sont jamais dehors. Ouais. Et ensuite, il y a cet espace de vie, entre guillemets, où ils vont dormir, manger, donc c'est minuscule, hein, c'est même pas la place d'un réchaud, et un lit, mais vraiment sommaire, qui fait 70 de large pour 1m90, et ils sont tout le temps accrochés, et vraiment, les conditions sont vraiment dignes d'un micro-vaisseau spatial. Je pense que la station spatiale internationale est bien plus confortable. Bien plus confort. Hein. Ah oui. Ouais, c'est dingue. Et c'était marrant parce qu'au début, et tu le dis en introduction de cet épisode, pourquoi parler à un navigateur de longévité? Et en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, déjà, il y a un rapport qui est dingue, c'est le temps de la course
quand on est seul. Et il en parle, quoi. Cette notion de traversée, quand on part, hein, le Vendée Globe, on se parle du tour du monde, quoi. C'est un truc impressionnant. Seul, au milieu de rien. Seul au milieu de rien et dans l'adversité totale. C'est-à-dire qu'il peut tout arriver, démater, déchirer une voile, je sais pas moi, un ovni, enfin voilà, des impacts avec des ovnis, donc c'est pas des ovnis, mais des ovnis, des objets flottants non identifiés. Genre des containers, ce qui est un drame, hein, parce que des containers, il y en a plein qui flottent partout, en fait. Des containers, aussi des cétacés. Parfois, ils peuvent se retrouver donc ils essayent de faire attention aux routes des baleines, etc. Mais parfois, ça peut arriver. Donc voilà, il y a il y a une adversité monumentale avec des secours qui mettent extrêmement longtemps à arriver. Hein. Donc en fait, finalement, les bateaux entre eux sont quand même assez solidaires. S'il y en a c'est une règle d'or, hein. On se détourne de sa course pour aller sauver son camarade. C'est déjà arrivé. Et puis voilà, c'est cette espèce de solitude absolue. Quand on est au point Nemo, on doit se sentir tout petit. D'ailleurs, c'est mignon de penser à Nemo parce que le nom de ce poisson n'a pas été choisi pour rien. C'est quand on est le plus loin de tout ce que l'on connaît, quoi. C'est ça. Tout à fait. C'est Nemo, quoi. Donc quand on est là, ça doit être particulier. Et il y a Clarisse Kremer, donc qui est une navigatrice qui a fait un Vendée Globe donc en 2020, qui a fait une BD vraiment extraordinaire et qui s'appelle J'y vais mais j'ai peur, que j'ai lu et que ma fille a aussi lu et adoré, donc même à 10 ans, et qui explique aussi très bien ce moment en fait de solitude, mais qui est très apprécié et en même temps déroutant. Enfin, il y a un côté un peu il y a plein de trucs dans dissociation de personnalité. Cette BD est super. Sur le genre, sur le rapport à la famille, sur tout ça, c'est très très bon. J'y vais mais j'ai peur de Clarisse Kremer, je vous le conseille énormément. Est-ce que tu as fait des parallèles, et ça j'imagine que oui, avec le côté extrême qu'on peut retrouver, parce que on est dans un sport là pour le coup, et donc du coup dans un domaine que tu connais, cette notion d'endurance, le rapport psychologique, l'éloignement, la solitude, l'adversité, là il y a énormément de sujets qui croisent l'univers que tu pratiques toi. Tout à fait, ça reste un sport d'endurance extrême, tout à fait, avec qui a l'air en solitaire, mais qui finalement est fait totalement en équipe, parce que c'est comme un peu les nageurs d'eau libre, quoi. On a l'impression qu'ils nagent tout seuls, mais en fait, il y a toute une équipe derrière, les bateaux, les coachs. Ouais, mais enfin, quand t'es tout seul au milieu de l'océan, et comme tu le dis, toi, avec une fibre, avec le carbone, là, ou je sais pas quoi, la coque qui fait en gros 4 mm. C'est ça. T'es dans cette petite coque-là, tu dois te dire, bon. Oui, mais finalement, ils ont été formés, ils connaissent leur bateau depuis des mois. En fait, ils se préparent à ça depuis des années, hein. Finalement, une préparation, c'est plus de 2 ans. Et donc ils sont quand même en communication avec leur équipe technique. Ils ont des outils aussi sur lesquels ils se sont formés avec leur équipe sur la météo, le traçage, etc. Donc ils sont hyper accompagnés. Ils sont accompagnés. Il y a aussi, ils sont quand même reliés au satellite, donc ils peuvent quand même envoyer des messages à leur famille, envoyer des vidéos. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc maintenant, il y a quand même un peu moins cette dimension ultra solitaire puisqu'il y a cette connexion satellite. Mais oui, il y a des énormes ressemblances avec les trailers. Ultra trailers ou les ultra cyclistes qui font des parcours comme ça de 2000 km. Moi, je trouve que finalement, un des sportifs qui ressemblerait peut-être le plus à Charlie Dalin, c'est Steven Le Yarrick, qu'on pourrait d'ailleurs avoir un jour dans ce podcast, qui va faire des courses de vélo comme ça sur des semaines, tout seul, dangereux, très peu dormir. Il y a aussi cette dimension de sommeil énorme pour les cyclistes ultra et qui mangent un peu tout et n'importe quoi, mais qui préparent en amont leur vélo et leur physique même. Donc c'est assez proche, je trouve, du cycliste ultra. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cette notion de sommeil? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu t'es dit? Très dangereux. Ne faites pas ça chez vous. C'est très dangereux. Donc c'est des sportifs de très haut niveau qui, comme tout sportif de haut niveau, abusent de leur corps et abusent de leur capacité physique. Ils peuvent pas le faire tout le temps. Mais c'est super dangereux. Donc il y a des hallucinations. D'ailleurs, Clarisse Kremer le raconte très bien dans son livre. Tu peux complètement halluciner parce que en fait, ton cerveau a besoin de rêver pour se reposer, se régénérer. Donc, si tu dors pas, il rêve à un moment donné, quoi. Et donc, en fait, tu mélanges la réalité et le rêve. Et pareil, les cyclistes, les ultra-cyclistes, même les ultra-trailers, racontent totalement hallucinés. D'ailleurs, des ultra-trailers parfois racontent qu'ils se réveillent, d'un seul coup, ils sont au milieu d'une prairie. Ils savent pas comment ils sont arrivés là. Et même Kilian Jornet, le plus grand ultra-trailer, un jour, s'est réveillé pendu à un rocher au-dessus du vide. Et d'un seul coup, il a retrouvé conscience et il s'est retrouvé là, et c'est pas comment. Et il était au Tibet ou au Népal, je crois, dans des aventures de trail. Donc c'est très dangereux. Donc il faut quand même énormément s'y préparer. Et ce sommeil, c'est vraiment finalement la limite
physique de la performance comme ça, de l'aventure et de l'ultra-endurance. Il faut à un moment donné s'arrêter pour dormir et donc arrêter de contrôler et laisser son bateau naviguer un peu tout seul une fois qu'on est un peu rassuré sur... Mais c'est très dangereux, enfin vraiment, il faut pas le faire énormément. C'est là qu'il y a un truc qui est intéressant dans cet échange, c'est l'histoire de la maturité et de l'expérience. L'expérience de savoir quand est-ce qu'on peut dormir, combien de temps, ça joue énormément, quoi. Donc voilà, entre un jeune, justement presque un jeune, il va peut-être moins bien se connaître, donc il va peut-être un petit peu chien fou, il va essayer de passer en force. Ça c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de sports d'endurance, quoi. Et donc il va essayer peut-être d'y aller justement aller en force, peut-être moins dormir, de tenir, d'être un peu en lutte, quoi, de lutter contre soi. Moi, je suis plus à l'âge où j'ai l'expérience suffisante pour plus lutter contre moi-même, et voilà, j'accepte. Je sais qu'il faut dormir, je sais qu'on peut pas, voilà, on n'est pas surhumain et il faut y arriver, quoi. En fait, c'est vrai que la course au large en solitaire, on peut comparer ça à des sports un peu d'ultra endurance où c'est souvent c'est pas forcément les plus jeunes qui vont gagner, parce que voilà, il faut se connaître. Ça, c'est un truc qu'on retrouve dans plein de disciplines, j'imagine. Oui, alors c'est quand même un sport vraiment particulier où on peut encore super performer à plus de 40 ans. Il y a quand même pas beaucoup de sports oui, comme mais ça. Il dit qu'on l'aborde plus de la même manière, tu vois, par rapport aux conditions physiques, à ce qu'on attend de soi-même, en tout cas. Oui, d'ailleurs, c'est un des seuls sports avec l'équitation où il n'y a pas de classement par sexe. Les gens arrivent et il y a qu'un scratch. Il n'y a pas de podium féminin ou de podium masculin. Et pas de catégorie d'âge non plus. Et pas de catégorie d'âge non plus. Et d'ailleurs, je me suis entretenue, et on le diffusera en micro-podcast avec un des navigateurs le plus âgé. C'est un Belge, je crois qu'il a 62 ans ou 63 ans. Il s'élance pour le Vendée Globe. Et lui, en fait, finalement, c'est un peu son projet de vieillissement. Il m'a dit, plutôt que de m'acheter une maison secondaire, moi j'ai acheté un bateau et je fais le Vendée Globe et c'est ma vie. Et finalement, il le fait pour être finisher, donc un peu comme les ultras, certains veulent gagner et d'autres veulent juste être finisher. Lui, c'est son cas. Et donc, c'est tout à fait possible de continuer à s'aventurer après 60 ans sur ce genre d'épreuve. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est aussi le rapport qu'on a à son effort. C'est-à-dire qu'il dit que là, aujourd'hui, il n'agit plus comme il pouvait le faire quand il était plus jeune, quoi. Il y a ce côté chien fou qui a disparu. On n'aborde plus le sport et la dépense physique de la même manière quand on est dans le prisme de la compétition. Et ça n'empêche pas qu'on soit pas bon, voire meilleur. Ouais, de toute façon, l'endurance, c'est un sport où on doit se connaître. Donc, on doit se gérer, s'auto-gérer, comment tu gères ton effort, comment tu gères ton alimentation, comment tu gères ta fatigue. Et c'est vrai que par rapport au sprint, finalement, tout est dans le muscle, le physique et l'explosif. Là, il y a quand même une notion de se gérer. Et c'est vrai, c'est pour ça, dans beaucoup de sports ultra, donc les Ironman, les ultra-trail, l'ultra-cyclisme, ou même l'ultra-natation, on peut avoir des personnes de plus de 40 ans qui performent encore ultra bien. Et tu vois, par exemple, au Morocco Swim Trek, donc le trek de natation de 4 jours sur 33 kilomètres, un des nageurs très âgés, donc qui avait autour de 70 ans, un Italien, a fini dans les 10 premiers. Et c'est dingue. Ouais. Ça me rappelle l'épisode qu'on Juste avait derrière fait mon avec... mari, d'ailleurs. Ah ouais. Balèze, clin d'œil. Ça me rappelle l'épisode qu'on avait fait avec Nathalie Simon aussi, qui disait que justement, dans la pratique du sport, en vieillissant, on a aussi des avantages certains. Se connaître, connaître mieux son corps, savoir ce dont on a besoin, jusqu'où on peut aller, et surtout jusqu'où on peut aller sur la longueur, c'est-à-dire où est-ce que je peux donner de l'effort, où est-ce que je peux donner un coup de rein, et où est-ce qu'il vaut mieux ralentir justement pour se préserver. Et j'imagine que sur une course longue d'endurance, c'est hyper important de connaître ses limites. Ouais, c'est hyper important. Et en même temps, on les flirte. Enfin, tu vois, on flirte aussi avec les limites. Donc, il y a un peu des deux. Et il faut aussi accepter que parfois, on se blesse. Et notamment quand on est un peu plus âgé, on se blesse plus. Donc, il faut un petit peu mieux se protéger. Donc, voilà, c'est toujours cette fine ligne sur laquelle tu navigues entre flirter avec les extrêmes, se connaître, pousser un peu plus, un peu moins. Et après, où est ton degré de satisfaction? Est-ce que tu es satisfait quand tu es finisher? Et dans ces cas-là, voilà, tu vas moins pousser. Est-ce que tu es satisfait si tu es dans les 15 premiers? Voilà, exactement. Où va ton ego? Où va ton ambition? Donc, c'est super intéressant. Moi, j'ai vraiment trouvé que, quand même, de montrer qu'avec la voile, tu as cette possibilité de continuer à super performer vraiment bien après 40 ans. Enfin, pour moi, c'était très inspirant de parler à Charlie qui a 40 ans ou 41 ans
et qui vraiment est dans l'ultra puissance de la navigation. Et en plus, j'aime bien parce qu'il a envie de gagner, il le dit, il c'est écrit sur son s'affirme. bateau. Oui, et tu vois, en fait, un peu à la Usain Bolt, qui était un peu chien fou à 23 ans, 24 ans. Bah lui, il est un peu comme ça à 40 ans. Et je trouve que c'est cool, finalement, ce sport à la voile qui peut permettre à des sportifs d'être un peu, de montrer un peu les muscles. Après 40 ans, ça fait du bien, tu vois. Il y a des terrains où on peut le faire. J'irai pas. Mais il y a un autre truc qui m'a plu aussi dans le rapport qu'on peut avoir au corps et la maturité et l'expérience qui fait qu'on le regarde un petit peu différemment, et ça m'a étonné, ça. Il y a un truc que j'aime bien me rappeler, c'est essayer de produire son préparateur mental actuel qui m'a dit ça, c'est de produire un effort mais en essayant de mobiliser le moins d'énergie possible, quoi, pour tenir sur la durée, quoi. Donc, par exemple, si je vais faire une manœuvre, je vais faire la manœuvre, mais je vais essayer de vraiment être à l'économie, d'être vraiment avare au maximum d'énergie, donc de produire l'effort nécessaire pour le faire, mais essayer de naviguer au maximum à l'économie. Oui, ça a été donc son grand apprentissage de sa préparation mentale ces dernières années, d'économiser de l'énergie, en tout cas de dépenser le moins possible pour un effort donné, et qui est de toute façon... Mais sur le coup, c'est presque antinomique, on se dit tiens, c'est marrant, du coup, on a toujours l'impression, un peu grossière, qu'un sportif, il est là pour se défoncer. Alors pas dans l'endurance. Voilà. Dans le sport d'endurance, c'est pas le cas. Par exemple, pour les nageurs d'eau libre, c'est vraiment, l'idée, c'est d'optimiser ta nage en dépensant le moins d'efforts. Donc, être à 1,30, 1,20 du 100 mètres en dépensant le moins d'énergie pour pouvoir continuer le plus longtemps possible. Donc ça exige c'est de l'optimisation technique, en fait. Ouais. Mais ça, pour ça, il faut connaître son corps, il faut connaître les conditions, il faut connaître les techniques. En fait, ça va être vraiment l'optimisation du geste. Donc, le meilleur geste pour utiliser le moins d'énergie en course à pied, en vélo et en nage. C'est exactement ça. Mais même finalement, en tennis, tu vois, par exemple, Federer, comment est-ce qu'il a réussi à remonter la pente après une longue période de blessure vers 2013-2016 ? En fait, il s'est réamélioré techniquement, il a changé son jeu en étant plus au filet pour pouvoir faire plus de coups techniques et être moins à rattraper la balle partout dans les cours par rapport aux jeunes. Et ça a été une technique super gagnante. Donc, changer sa technique pour être plus optimal. Et moi, par exemple, c'est vraiment ce que j'essaye de faire en nage et en course, de réaméliorer ma technique pour pouvoir être plus endurante, plus efficace, alors que je sens que explosivement, enfin en termes d'explosivité, j'en ai moins, c'est sûr. Bien sûr. Mais c'est hyper intéressant, je trouve, parce que du coup, ça t'ouvre une perspective, et puis ça te donne à la pratique de l'effort et du sport une autre strate de lecture. Du coup, tu réfléchis à ce que tu dois faire, c'est vachement plus construit, en fait, comme démarche. De toute façon, dans le sport, quand on vieillit, si on veut continuer à performer, il faut travailler plus la technique. Mais ça devient plus intéressant, du coup, je trouve. Moi, je trouve, moins en tout cas aussi. Moins instinctif, peut-être, mais du coup, c'est moins bourrin. Ouais. Voilà, c'est moins bourrin, et t'es beaucoup plus dans la technique, c'est-à-dire la technique de renforcement musculaire qui va t'aider à être plus efficace, et les techniques de meilleurs gestes ou de meilleures stratégies de ta course pour pouvoir performer en dépensant le moins d'énergie, tes techniques de nutrition ou de sommeil. Donc, en effet, c'est un côté un peu plus mentalisation finalement de l'effort, plus que juste bourriner. C'est assez chouette, je trouve. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans cet épisode, tu vois, et il recoupe encore une fois, et c'est ça que j'aime bien dans ce podcast, c'est que les épisodes se parlent. Je me rappelle de Sylvie Tellier qui nous disait moi en fait j'envisage mon corps comme un véhicule, comme une voiture, et donc je le nourris du carburant qui lui convient bien et qui va lui faire aller plus loin, ou comme je l'entends. Lui, par exemple, sur le sommeil, il a un peu le même rapport. Il dit en fait je recharge mes batteries. Il dit ça, je recharge mes batteries, et il en parle pas forcément quand il dort en plus. Il dit il y a des moments où en fait juste je fais rien, je me pose et je prends peut-être 2 minutes et je recharge mes batteries. Donc ça exige de connaître son corps. On sent que son corps est vraiment, il le prend comme une petite machine. Il dit ok, là il faut que je recharge mes batteries, je vais prendre 2 minutes, je ferme les yeux, je dors pas, mais c'est hyper méthodique. Mais quand même, imaginez partir 80 jours en mer et juste parler de temps en temps je prends 2 minutes pour me reposer, c'est-à-dire l'intensité de l'effort. Et c'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion. Et c'est vrai que même dans la BD de Clarisse Kremer, on se rend compte que pendant son Vendée Globe, des moments un peu, entre guillemets, de grâce, où elle rencontre un albatros, elle prend un petit thé, ou elle prend une douche, enfin genre sur toute la BD, il y a 4 moments comme ça peut-être. Mais ce qui doit les rendre incroyables. Oui.
mais finalement se rendre compte C'est de tout. cet effort. En fait, je ne pense qu'on ne se rend pas du tout Non, compte pas du tout. de ce qu'est une traversée comme Non. ça en Mais solitaire. c'est pas humain. Hein. Je pense que là, pour le coup, on est dans le surhumain, hein, Mm. pousser les capacités physiques et techniques d'un bateau et d'un corps humain à son paroxysme. Et voilà, on flirte vraiment avec les limites du possible, tout à fait. Et il faut se rendre compte. Et je pense que vraiment, enfin, c'est pour ça que je suis contente d'avoir fait ce podcast, même s'il était comme ça un peu à l'arrache. C'est vraiment de se rendre compte du côté absolument mais surhumain de cet effort et de cette course. Alors, tu vois, le Tour de France, c'est pas loin, parce que voilà, c'est quand même 3 semaines avec des intensités inouïes. Répété, ouais. Voilà. Mais là, je pense que quand même, on est encore plus loin dans les limites des physiques et mécaniques du corps humain et mental aussi. Hein. Ouais. Vraiment dans la limite absolue. Alors moi, je me suis posé 2 questions pendant tout cet épisode qui m'animent à chaque fois que je me projette dans ces pratiques-là, et je voudrais que tu me donnes ta réponse et ton point de vue. La première, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi un être humain va justement se challenger à ce niveau d'intensité physique et psychologique? Pour moi, alors je grossis le trait parce que je ne connais pas les sports extrêmes et tout. Je me dis, ils ont un problème psychologique, c'est pas possible de se mettre à ce point dans des situations hors normes. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est le propre de l'être humain, pas tous les êtres humains, mais malgré tout, c'est quand même le propre de l'être humain d'aller toujours explorer. On est des êtres d'exploration maximale, donc on n'est pas tous au même niveau. Mais qu'est-ce qu'on explore quand on fait le Vendée Globe? On est sur l'eau tout du long, on est sur son ordinateur, on trace, on dort pas, on bouffe mal, on est machin. T'explores quoi? Non, je pense qu'il y a quand même une dimension d'exploration de soi-même, de ses propres capacités. Mais c'est hors norme, on est oublié, t'imagines? Oui, mais tout le monde est un peu hors norme. Il y en a qui sont hors norme dans... Je pense que toi, tu es peut-être hors norme dans ta capacité de travail. Il y a des gens qui sont hors norme dans la capacité de lecture, d'autres dans la capacité à jouer du piano. Enfin, tu vois, et chacun est différent. Donc là, ce sont des personnes qui ont ce besoin en fait de ressources mentales, physiques, ont besoin d'aller chercher au plus profond d'eux-mêmes, d'explorer leurs propres capacités. Ça va loin. Moi, je pense qu'on est vraiment dans le propre de l'être humain ça a pu être, par exemple, voilà, ce qui a animé Vasco de Gama ou je sais pas, enfin, des navigateurs comme ça ou des explorateurs, les premiers hommes qui sont allés sur la Lune. Je pense qu'on est vraiment dans dans les mêmes états d'esprit parce que l'être humain a toujours besoin d'aller plus loin. Alors, justement, ça nous pousse un peu à notre perte parce que alors qu'on cherche toujours d'aller le plus loin possible dans un monde fini, forcément, voilà, ça défie un peu toutes les lois de la finitude du monde, mais c'est quand même le propre de l'être humain d'être aventurier et c'est comme ça que les êtres humains sont allés conquérir toutes les moindres parties de terre. Alors voilà, c'est ma deuxième question. Pourquoi on ne laisse pas la Terre tranquille? Et ça recoupe la première question. Pour moi, il y a un truc d'ego énorme. Par exemple, moi, je pense tout le temps à ça quand j'ai écouté cet épisode, à l'alpinisme, pardon. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir monter sur un truc à 7000 mètres de haut, à finir avec les orteils coupés, machin, quand on redescend, parce qu'il y a plein de mecs qui sont pas redescendus? C'est quoi l'idée d'aller en haut d'une montagne? Pourquoi on laisse pas la montagne tranquille? Pourquoi on ne laisse pas les océans tranquilles? Je ne comprends pas ce réflexe de l'être humain de dire faut que j'y aille. Alors, il n'y a pas forcément à ne pas comprendre, mais en tout cas, moi, je me renseigne énormément sur ça. En ce moment, je lis énormément sur justement, voilà, le côté psychologie mentale de l'effort. C'est quoi le ressort? C'est vraiment l'être humain, il veut toujours aller dans le toujours plus. C'est une dimension de l'être humain où avant c'était toujours trouver le plus à bouffer pour pouvoir nourrir sa tribu. Maintenant, c'est toujours aller plus loin. Il y a cette dimension du toujours plus et qui peut être aussi transformée en toujours plus consommer, avoir le plus d'acquisition matérielle possible. Mais alors, tu trouves pas que c'est antinomique de l'époque dans laquelle on vit? Est-ce qu'on n'est pas justement en train de se dire qu'il faut arrêter de vouloir toujours plus, arrêter de faire toujours plus? Oui, mais après le toujours plus vers quoi? Peut-être toujours plus de connaissances sur la navigation pour pouvoir ensuite trouver des modes de transport alternatifs avec le vent. Et moi, je pense qu'à un moment donné, les transports en bateau à voile, peuvent servir. Et tu vois, par exemple, il y a une marque de champagne comme Dom Pérignon. Alors, je sais pas où ça en est, mais qui a vraiment cet objectif de faire tous ces transports de champagne sur bateau à voile pour être assez neutre au niveau de consommation carbone. Donc, je pense que c'est le propre de l'être humain. On n'a pas forcément à se dire pourquoi. Après, on peut rentrer en mode plus bouddhiste et aller vers le moins et être plus à l'intérieur de soi et moins dans la consommation et la recherche de la performance.
Mais malgré tout, c'est le propre de l'être humain de toujours vouloir plus. Et d'ailleurs, le dernier livre de Daniel Cohen, alors que je vous invite vraiment à lire, hein, absolument fabuleux, professeur d'économie qui a formé Esther Duflo. Ah bah c'est marrant, j'ai vu que tu avais fait un post là-dessus. Il faut que tu le lises. Ouais, mais j'ai commandé. C'est fabuleux, 80 pages, limpides. Bref, en gros, Daniel Cohen explique que c'est le propre de l'être humain de toujours vouloir consommer plus et qu'en effet, il faut travailler sur consommer moins, mais malgré tout, il y a quand même cette profondeur de l'être humain qui est comme ça et sur lequel il faut jongler. Donc, c'est un peu comme le loup méchant et le loup gentil, lequel survivra, celui que tu nourris. Mais moi, j'ai c'est du un mal peu à croire pareil que à ça fasse l'intérieur de partie nous. de la nature. Tu vois, ce que tu décris ou ce que décrit cet expert de l'économie en l'occurrence, c'est en nous. Mais moi, j'y crois pas du tout. Moi. Si, c'est le propre de l'être humain de vouloir toujours plus que son beau-frère, comme l'explique Daniel Cohen, ou plus que son voisin, plus que l'autre pays, plus que l'autre village. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'en fonctionnant comme ça, on court à notre perte. Je ne dis pas le contraire, David. Je dis que c'est le propre de l'être humain et du coup, il faut travailler. Et c'est pour ça qu'on a besoin de politiques de régulation ou par exemple, de médecins du sport qui vont nous mettre, ou des entraîneurs qui vont nous mettre un petit peu des freins ou nous mettre devant nos propres limites pour pouvoir un peu nous autoréguler. Donc, on a besoin de régulation et de faire attention parce que l'être humain veut toujours aller vers le plus. Et après, il y a aussi des profils d'êtres humains qui vont aller plus vers le plus et d'autres un peu moins. Mais on est tous différents et il y en a qui ont besoin de ce plus permanent pour se sentir bien. Et c'est pour ça que les compétitions d'ultra Ironman, ultra cyclisme, ultra tout ce que tu veux, ultra swimrun, moi, dès qu'il y a ultra, je trouve ça font le plein. C'est-à-dire que l'ultra trail du Mont Blanc fait toujours le plein. Les Ironman, c'est toujours plus. Et voilà, il y a ce besoin d'aller toujours plus loin, cette insatisfaction permanente de l'être humain avec ce qu'il a. Et donc, il y a ce travail énorme à faire, mais c'est un autre sujet, d'autorégulation et de se satisfaire de ce qu'on a. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu veux dire que je peux pas convaincre Charlie Dalin de venir avec moi se poser sur un lac, sur une barque et lire un bouquin? Je pense qu'il le fait. Après, je n'aime pas parler à la place des gens. Non, mais voilà, lui, c'est un sportif de haut niveau. Il est compétiteur, il veut gagner. Et voilà, il sait que c'est pour un moment donné, mais il veut voir jusqu'où c'est possible. Et c'est ça qui pousse les sportifs de haut niveau. Après, voilà, il y a ce débat philosophique. Est-ce que le sport de haut niveau est bon ou pas? C'est sûr que quand tu regardes les coureurs du Tour de France, ce qu'ils s'infligent, mais même les joueurs de foot, tu vois la quantité de matchs qu'ils se tapent. Enfin, je veux dire, c'est indécent. C'est hors norme. C'est hors norme. Donc voilà. Après, c'est un autre débat. Moi, je veux pas dire oui ou non, pour ou contre. Non, mais et ce sera ma dernière question parce que c'est un truc aussi que j'ai découvert. Quand on y réfléchit, ça paraît logique, mais la notion de préparation psychologique et de préparateur mental, tu nous as fait découvrir. En tout cas, les navigateurs ont tous des préparateurs mentaux. Ça, je savais pas. Donc, c'est que la dimension psychologique et la préparation est capitale. Je sais pas si d'autres sportifs font ça. La plupart des sportifs maintenant travaillent avec des psychologues ou des coachs mentaux, préparation mentale à l'effort. Donc, souvent, ça parle de préparer sa course, préparer le succès, préparer l'échec, l'assumer, préparer la pression aussi que tu peux avoir de la part d'un club, d'un entraîneur, de tes parents ou d'un pays ou d'un continent sur tes épaules. Donc oui, ça, vraiment la préparation mentale, c'est devenu pratiquement le plus important parce que finalement, la préparation physique maintenant, elle est assez théorisée. On sait assez bien finalement comment faire progresser, voilà. Même si le muscle, c'est encore, on connaît pas encore tout des muscles, mais malgré tout, voilà, on a plus de science sur la préparation physique. La préparation mentale, c'est assez nouveau. Et Tim Noakes et beaucoup d'autres études ont montré que pour l'instant, la plus grande limite à la performance sportive, c'est le mental. Et on a commencé à trouver des zones du cerveau qui sont limitantes, c'est-à-dire que le cerveau a peur de mourir et donc demande au corps de s'arrêter. Dingue. Et on a même commencé à découvrir qu'il y a du neurodoping qui existe, donc en fait d'inhiber certaines parties du cerveau qui envoient ces messages d'arrêt, et ça c'est assez indétectable. Donc voilà, on est encore, je pense
qu'aux prémices de l'hyperperformance sportive. Il y a encore énormément d'endroits sur lesquels on peut optimiser le sommeil, la préparation mentale, l'inhibition de certaines capacités du cerveau. Et après, en termes de natation, les combinaisons, en termes de course à pied, les chaussures. Voilà, donc après, il y a plein de matériel aussi qui vont nous aider à super performer. Et c'est fascinant de se dire que ça peut se jouer à côté de la performance, tu vois, dans la tête, tu vois, en dehors de la course finalement. Tout à fait. Et là, tu vois, je voyais avec mon père qui m'a montré une prothèse, donc exosquelette de genou, pour aider les personnes. Donc à la base, c'était fait pour des militaires en mission qui doivent porter des charges lourdes et du coup les aider à avoir moins mal aux articulations. Mais c'est en train de se démocratiser pour notamment des personnes âgées ou des personnes qui ont vraiment des vraies douleurs de genoux pour pouvoir juste pratiquer de la randonnée en montagne, un peu comme un vélo électrique. Là, tu vas avoir des genoux bioniques, d'abord extérieurs. Après, moi, je pense que ça va rentrer dans les articulations et que l'homme fusionnera avec la mécanique et le robot et pourquoi pas. Ouais, ça me fascine les exosquelettes. Bon. Un autre sujet d'ailleurs sur Long Live, je pense, hyper intéressant. D'ailleurs, si vous êtes un spécialiste de l'exosquelette français et ou européen, contactez-nous, ça nous intéresse. En tout cas, moi j'ai appris plein de trucs et c'est marrant d'être parti avec toi à New York avec un mec qui traverse la Terre sur la mer. C'était fou. Ouais, promis, et la prochaine fois tu viens avec moi, David. Attends, j'adore. Voilà, on recherche d'autres aventures comme ça tous les deux. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir écouté Long Live le débrief jusqu'au bout. On se retrouve tout bientôt pour un autre épisode. D'ici là, envoyez-nous des pouces, des remarques, des suggestions. Vous pouvez commenter, noter notre podcast. Parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci beaucoup. Salut. Add savings to your New Year routine this week at Dunnes Stores. Like my Waddy 1 litre range, Capri Sun Orange 10-pack and Rice Krispie Squares 4-pack, now half price. Or mix and match any 3 for 2 on selected Dolmio and Ben's Original rice sauces and stir-ins. And stock up with 24 rolls of Cushelle Original, now only €10. Plus, save more with your 10 off 50 voucher. Dunnes Stores, always better value. Terms and conditions apply. Vouchers can be used on next grocery shop. DRS applies.